Salam alaikum wa rahmatullah khawti ou salam à toute l'Algérie ou azzouf laoun à tous les Algériens. Bon khawti, le titre de ma vidéo est assez explicite je pense. Complot sur l'Algérie, point d'interrogation, et le MAC. Déjà premièrement sur la thèse du complot. C'est une thèse qui est débattue par les Algériens actuellement, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur d'autres forums de discussion. Il y en a qui la trouvent complètement plausible, donc vraie, et il y en a qui la trouvent complètement fantaisiste, donc fausse, il y en a qui la trouvent probable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la jeter aux oubliettes. Moi, quand j'essaie de faire une analyse politique, j'essaie de me poser les bonnes questions pour avoir, inch'Allah, le meilleur raisonnement possible. La première question que je me pose, est-ce que l'Algérie est au-dessus des complots? Bien sûr que non. L'Algérie n'est pas un pays qui est esselé sur la carte du monde, que personne ne calcule et personne n'estime. Bien au contraire. L'Algérie, par sa position stratégique sur le bassin méditerranéen, est un pays qui compte. Et on sait tous les enjeux qui sont en train de se jouer sur cette partie-là du monde. Qui plus est, l'Algérie est un pays riche. L'Algérie de tout temps a attisé la convoitise. Et son histoire est là pour prouver qu'elle a déjà vécu des complots qui ont mené vers son invasion. Je sais que le mot complot actuellement, à cause des médias occidentaux, est devenu un petit peu tabou. Mais le complot a toujours accompagné l'être humain dans son évolution politique, dans son histoire politique. Donc ce n'est pas un tabou, parce que c'est vrai, pour eux, quand c'est quelque chose qui les arrange, ils appellent ça une stratégie politique. Mais nous, ça nous arrange pas, donc on appelle ça un complot. Voilà. Donc c'est juste pour dire que le complot, déjà, peut être prouvé de manière historique, et l'Algérie a déjà vécu des complots, et ce n'est pas quelque chose de tabou. Donc c'est une réponse pour certains qui essaient de dire que le complot est quelque chose de fantaisiste. Maintenant, pour revenir à notre époque, depuis le 11 septembre 2001, le monde a complètement changé. Actuellement, on a une coalition occidentale, à leur tête le gendarme du monde qui est les États-Unis, qui bafoue le droit international, qui passe au-dessus des institutions internationales et qui envahit des pays pour des raisons qui sont purement stratégiques et économiques, et pétrolières, pour être un petit peu plus précis. Maintenant, pour continuer mon raisonnement chaotique, j'ai envie de répondre à certaines personnes que j'ai pu voir, que ce soit sur YouTube, en faisant des vidéos, ou là des commentaires, ou là que ce soit sur d'autres forums de discussion, qui disent que les États-Unis et l'État sioniste ne donnent aucune importance à l'Algérie, ne calculent pas l'Algérie, qu'ils ont apparemment d'autres chats à fouetter. J'ai envie de leur dire déjà, essayez de vous documenter un peu avant de faire une vidéo ou avant de poster un com. Et d'ironiser sur la chose. Je vais vous donner des preuves que l'Algérie fait partie d'un calcul américano-sioniste. Premièrement, il faut qu'on parle du PNAC. Le PNAC, c'est le projet pour le nouveau siècle américain. Donc c'est une organisation de réflexion où se réunissent des idéologues américains et autres aussi qui sont dans cette lignée-là, et qui ont donné aux États-Unis une ligne directrice pour continuer à asseoir sa domination sur le monde. Et cette organisation a émis beaucoup de plans. Et parmi ces plans, qui ont été acceptés par les différentes administrations américaines jusqu'à nos jours, jusqu'à Obama, et après je vais en parler. Donc parmi ces plans, il y a le Grand Moyen-Orient. Donc c'est un plan qui a été repris parce que ce plan-là existe depuis a vu le jour en 1950 et puis il est revenu vers les années 70, mais il ne représentait pas à cette époque-là une priorité américaine étant donné que la géopolitique d'avant était différente. Les États-Unis, leur principal problème à l'époque, c'était l'Union soviétique et la guerre froide qu'ils menaient envers l'entité communiste. Et aussi le fait de mettre au pas les pays européens. Après avoir gagné cette bataille-là, ça veut dire la destruction de l'Union soviétique et le fait de créer une coalition forte avec les Européens, ils sont passés vers l'autre projet qui est le Grand Moyen-Orient.
Donc le Grand Moyen-Orient, c'est un projet qui implique 22 pays, du Maroc jusqu'au Pakistan, et en passant par l'Algérie, bien sûr. Donc c'est un projet qui a... pour la première fois, c'était le 23 février 2003. Je donne des références pour que les gens aillent vérifier. Lors de la réunion des néoconservateurs, par la bouche même de George W. Bush, à l'American Enterprise Institute. Donc après on a encore entendu parler le 19 mai 2003 lors de son discours à l'université de Caroline du Sud, toujours George W. Bush, et de manière un petit peu plus officielle, toujours George W. Bush, le 24 janvier 2004 lors du discours sur l'état de l'Union. Et ce projet-là a encore été débattu le 8 et le 10 juin 2004 lors du G8 et aussi lors du sommet Europe-USA le 26 juin 2004 et tenez-vous bien, lors du sommet de l'OTAN le 28 et le 29 juin 2004 à Istanbul. Que vient faire un projet qui est soi-disant politique et diplomatique dans une organisation comme l'OTAN qui est essentiellement basée sur la défense? Donc on sait que c'est une armée, c'est l'armée occidentale actuellement. Voilà, l'OTAN. Donc pour vous donner un petit peu la ligne directrice. Donc quand on lit ce projet-là, c'est un projet qui parle bien sûr de démocratie, de liberté, d'éducation. Bien sûr tous les arguments, les faux arguments qu'utilisent les États-Unis avant d'envahir un pays. Mais bien sûr tous les géopoliticiens sérieux définissent ce projet-là comme la volonté des États-Unis de s'accaparer de cette région du monde qui est le Maghreb et le Moyen-Orient, qui représente 65% des réserves mondiales pétrolières et 30% des réserves gazières. On est dans cette logique-là. Il y a un calcul qui est en train de se faire sur l'Algérie et ce projet-là du Grand Moyen-Orient existe et il existe encore à notre époque, même chez Barack Obama. Et si vous voulez pas si vous ne croyez pas, allez lire le discours de Barack Obama qu'il a fait en décembre 2009 à l'école militaire d'Est Point. Et vous allez voir qu'il a bien parlé de ce projet-là, qu'il existe encore. Maintenant, vous allez me dire, parce qu'il y a déjà une parenthèse, il y a des personnes qui vont me dire que le PNAC n'existe plus, parce que on ne sait pas exactement est-ce que le PNAC existe encore ou pas. Le problème, c'est qu'il faut savoir que on s'en fout si le PNAC existe ou pas au niveau du siège social ou d'un numéro de téléphone. Le plus important, est-ce que les hommes qui ont fait le PNAC sont toujours présents sur l'échiquier politique américain et mondial? Oui. Premièrement, on a Joe Biden. Joe Biden qui est le vice-président des États-Unis, comme un c'est pas rien, et il est signataire du PNAC. On a aussi Richard Pearl, qui fait partie qui est membre du Parti démocrate, qui est le parti de Barack Obama, et c'est l'une des personnes les plus écoutées sur la scène politique américaine. On a aussi Monsieur Kristol, qui est le président du PNAC, qui est l'une des personnes les plus écoutées aussi aux États-Unis. On a aussi Bernard Kouchner, pour parler un petit peu de l'international, qui est ministre des Affaires étrangères en France. Donc le PNAC et son idéologie existent encore. On a aussi Brzezinski, qui n'est pas signataire du PNAC, mais qui est dans cette idéologie-là, qui est un petit peu plus subtile. Brzezinski voit dans le contrôle du Grand Moyen-Orient quelque chose d'essentiel, parce que dans sa tête, l'une des stratégies de Brzezinski, c'est de contrôler cette partie-là du monde pour contrer l'expansion chinoise, qui est de plus en plus dépendant du pétrole qui vient du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc Brzezinski est un petit peu moins offensif que les néoconservateurs du PNAC, mais le contrôle du Grand Moyen-Orient est pour lui une nécessité. Donc je vous donne un petit peu qui m'égoule. Après vous allez me dire quel est le rapport avec l'État sioniste. Très simplement, le nouveau projet du remodelage du Grand Moyen-Orient a été s'est inspiré de la thèse de Shimon Peres qui s'intitule The New Middle East, qui a été reprise par Richard Pearl et Paul Wolfowitz et qui a été élargie au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie et tous les nouveaux pays. Et parmi les concepteurs de ce projet-là, on a Lewis Libby, qui est un des proches du Likoud de Benjamin Netanyahu, qui est actuellement Premier ministre
de l'État sioniste. Et aussi Richard Pearl. J'en reparle parce que Richard Pearl, qui est un des membres les plus influents du Parti démocrate, est aussi un très proche de Benjamin Netanyahu et du Likoud. Donc vous voyez, Khawti, et là sur la deuxième partie, je vais parler du MAC. L'Algérie fait partie des calculs. Il faut des calculs du royaume américano-sioniste. Là, je vous ai donné en 10 minutes, je ne peux pas encore développer plus. Mais ceux qui disent que l'Algérie n'est pas un problème et tout ça, pour ces pays-là, se trompent. Bien au contraire, il y a des projets qui existent. Il y a des projets il y a un projet qui est en marche, qui est le Grand Moyen-Orient. Maintenant, je vais revenir à la deuxième partie, Inch'Allah, et on va... Allez, à tout de suite, Khawti.